Salut à tous, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de connaissances interdites et on continue avec les cartes chercheurs avec Charles Ross. Comme d'habitude, présentation, comparaison et quelques utilisations de la carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Charles Ross? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un soutien chercheur qui coûte 2, qui a une icône d'intelligence, qui a les traits allié et mécène, et dont le texte, qui occupe un slot d'allié évidemment, et dont le texte nous dit « Vous avez le droit de dépenser des ressources pour payer le coût des soutiens objets joués par d'autres investigateurs dans votre lieu. En action rapide, inclinez M. Charles Ross, réduisez de 1 le coût du prochain soutien objet joué par un investigateur dans votre lieu. » Et précision, c'est un allié unique puisqu'il y a la petite étoile à gauche de son nom. Alors, globalement, les points forts de la carte, c'est son coût. Son coût en ressources qui n'est pas si important que ça. 2, 1 point de vie, 2 points de santé mentale. Un effet relativement intéressant qui est rapide, qui ne coûte pas d'action et qui sert la collectivité, puisque vous pouvez tantôt soit payer de vos propres ressources pour permettre aux autres joueurs sur la table de jouer leurs objets, donc leurs cartes avec le trait objet, et vous pouvez aussi réduire le coût du prochain objet joué par un investigateur dans votre lieu. Précision très importante, et c'est pourquoi la carte au début en tout cas n'a pas eu, on va dire, l'accueil qu'il aurait pu mériter, c'est que rien ne vous empêche d'incliner plusieurs tours d'affilée Monseigneur Charles Ross pour réduire à chaque fois de 1 le coût du prochain objet. En fait, vous pouvez mettre en place un compteur, par exemple avec des cartes ressources, des pions ressources, pardon, sur la carte pour dire j'ai réduit de 1, j'ai réduit de 2, j'ai réduit de 3, et etc. C'est pour ça que pas mal de joueurs en fait sont passés à côté de cette carte, c'est qu'ils ne pensaient pas pouvoir accumuler cette réduction de ressources. Effectivement, si on ne pouvait pas accumuler une réduction de 1 à chaque tour, c'est pas forcément super intéressant, quand bien même les autres investigateurs auraient beaucoup d'objets à jouer. Par contre, si vous commencez à accumuler des réductions de ressources au fur et à mesure de la partie, parce que à ce moment-là, vous n'avez pas forcément vous d'objets à jouer et vos camarades non plus, eh bien, vous allez pouvoir par exemple permettre à un gardien de jouer par exemple une Thompson pour 0, parce que vous aurez réussi à accumuler 6 réductions de ressources. Et là, effectivement, la carte prend vraiment tout son sens et gagne vraiment en valeur, en utilité au sein d'une partie. Les quelques limites de la carte, le fait évidemment qu'il y a toujours cette question du remboursement puisqu'il coûte 2 ressources, donc ça veut dire que quelque part vous allez le rentabiliser uniquement une fois que vous aurez fait une économie de 2 ressources. Une fois cette économie passée, vous allez pouvoir le rentabiliser. Globalement, ça va vous prendre 2 tours pour le faire. La carte évidemment doit être limitée puisque elle serait beaucoup trop forte sinon, et elle est limitée uniquement au soutien avec le trait objet. Ce qui ne veut pas dire qu'elle se limite forcément au soutien. Attention, aux armes, enfin au soutien occupant un slot de main ou d'accessoires. Je le rappelle, il y a des soutiens n'occupant pas de slot qui ont le trait objet. Par exemple, les grenades en gardien, les grenades MK1, si mes souvenirs sont bons. Enfin, dernière petite limite, c'est un allié unique, vous ne pouvez en avoir qu'un seul sur la table en même temps. Vous pouvez en avoir plusieurs dans votre deck. Plusieurs investigateurs dans la partie peuvent l'avoir dans leur deck. Pour autant, un seul exemplaire ne pourra être mis en jeu en même temps. On va commencer avec les comparaisons et on va faire ça par classe. Évidemment, on va d'abord aller chercher du côté des chercheurs. Et là, Charles Ross vient buter contre le monument des soutien allié chercheur, à savoir Milan Christopher. Bon, clairement, il est complètement inutile de comparer Charles Ross, je pense,
à Milan Christopher en version hors tabou. Si ce n'est le fait de pouvoir jouer collectif. Évidemment, ça c'est une propriété de la carte que j'ai déjà citée, donc je n'y reviendrai pas à chaque fois. Pourquoi est-ce que la version hors tabou de Milan est bien plus puissante? Bon, bah déjà, elle a un boost, évidemment. Elle a la même stat de vie et de santé mentale. Elle coûte plus cher. Ok. Mais pour autant, son effet, sa réaction vous permet de gagner une ressource dès lors que vous avez enquêté avec succès. Ce qui veut dire que potentiellement, vous allez juste avoir besoin de 4 actions pour le rembourser, là où Charles Ross nécessite 2 tours, obligatoirement. Donc du coup, enfin obligatoirement, sauf si vous avez un moyen de le redresser, mais ça commence à être assez trucoïde, assez lourd à mettre en place. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup d'utiliser des slots de votre deck pour ça? Je ne le pense pas. Milan, lui, en 4 actions, c'est réglé. Alors effectivement, ces 4 actions souvent se traduiront par 2 tours aussi. Mais pas forcément, selon votre investigateur, selon le nombre d'actions que vous avez pendant votre tour, vous pouvez peut-être le rentabiliser en un seul tour. Voilà. Par contre, effectivement, la version tabou, là, qui est bien plus équilibrée, puisque elle nous permet toujours d'avoir ce boost, mais son effet, sa réaction ne peut être utilisée qu'une fois par tour. Là, effectivement, Milan Christopher devient une carte plus équilibrée et nous permet la comparaison, et auquel cas, effectivement, en multi, Charles Ross peut être plus intéressant que Milan, si tant est que votre chercheur ou votre investigateur a un rôle qui va bien avec. Je m'explique. Vous êtes dans une partie multi, vos camarades de jeu n'ont pas besoin d'économie de ressources et vous êtes le chercheur, vous allez certainement préférer Milan Christopher. Néanmoins, si vous n'êtes pas forcément un chercheur, ou si votre chercheur est assez fort comme ça sans avoir besoin du boost d'intelligence passive de Milan, et que vos camarades de partie ont beaucoup d'objets, s'ils jouent gardien avec des objets chers, ça peut être intéressant de faire rentrer Charles Ross à la place de Milan. Voilà. Par rapport au mystique, David Renfield. David Renfield, c'est un peu l'alter ego de Charles Ross pour les mystiques. Pourquoi? Parce qu'il est aussi unique, il coûte aussi 2, il a aussi une icône d'intelligence. Lui, pour le coup, peut donner un boost. Il donne un boost de volonté de plus 1 s'il a une fatalité sur lui. Et en effet rapide, on l'incline, tout comme Charles Ross. Vous avez le droit de placer une fatalité sur David Renfield et vous gagnez une ressource pour chaque fatalité sur David Renfield. Donc voilà, c'est aussi un soutien qui joue sur cette notion de ressources avec une contrepartie que n'a pas Charles Ross. C'est très fluff au niveau des mystiques. Il s'agit, on va dire, David Renfield est un poil plus, on va dire, touchy, délicat à utiliser que Charles Ross parce qu'il faut ne pas avoir peur de jouer avec les fatalités. Au début, c'est un peu rebutant. Pour autant, une fois qu'on a compris la manip et qu'on a des moyens en fait de le faire sortir du jeu facilement, ça va très très vite. J'ai dit que c'était l'homologue, évidemment, voilà, j'ai pas parlé des valeurs de santé mentale et de vie, elles sont inversées, 2 en vie et 1 en santé mentale. Si vous avez accès aux 2 cartes, encore une fois, ça va dépendre en fait de votre rôle au sein de l'équipe. Mais voilà, les 2 sont ici pour quelque part, d'une certaine façon, vous faire gagner des ressources. David avec une contrepartie, Charles Ross avec des limites. Ce n'est pas directement un gain de ressources, ce n'est qu'une réduction, mais ça va vous permettre quelque part d'économiser des actions, puisque ça ne va pas vous demander de gagner des ressources via un effet d'une autre carte ou en effectuant l'action gagner des ressources. En survivant, on a Madame Labranche, pareil, unique, coûte 2, une icône d'intelligence, toujours les traits alliés et mécènes, 2 effets rapides, si vous n'avez aucune carte dans votre main, inclinez Madame Labranche, piochez une carte. Deuxième effet rapide, si vous n'avez aucune ressource, inclinez Madame Labranche, gagnez une ressource, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Encore une fois, voilà un allié qui joue sur cette mécanique des ressources. Mais comme on est en survivant, évidemment en survivant, les cartes sont toujours plus fortes. Et en fait, cette carte est bien plus polyvalente.
puisque vous allez pouvoir soit piocher, soit gagner des ressources. Alors effectivement, avec cette contrainte de ne plus avoir de carte en main ou ne plus avoir de ressources, pour autant, notamment avec des survivants, ça marche très très bien. Beaucoup de survivants peuvent jouer pauvre, beaucoup de survivants jouent compétences et ont peu de cartes dans leurs mains. Donc la branche vraiment fait le taf là-dessus. Évidemment, voilà, comme je dis, les cartes survivantes sont toujours plus fortes. Elle a, elle, 2 points de vie et 2 points de santé mentale, contrairement à David et contrairement à Charles Ross. Alors allez savoir pourquoi, mais ils ont choisi, voilà, de booster un peu cette Madame Labranche. Et on va arriver à la catégorie des truands avec Dario Elamine, qui est lui aussi unique, qui coûte 4 cette fois-ci, qui a aussi une icône d'intelligence, qui a toujours les traits alliés mécènes, qui a 2 points de vie, 2 points de santé mentale, et dont le texte nous dit « Tant que vous avez au moins 10 ressources, vous gagnez +1 de volonté, +1 d'intelligence. Action, s'il n'y a aucun ennemi dans votre lieu, inclinez Dario Elamine, gagnez 2 ressources. » Je viens clore ainsi, avec ces 3 derniers soutiens alliés avec lesquels on compare Charles Ross, on va dire le pack des alliés que nous donne le cycle de Carcosa. Vous l'avez peut-être remarqué, voilà, tous ces alliés, ces 4 alliés, sont tous issus du cycle de Carcosa. À l'instar des cancels, en fait, les alliés qui ont une relation avec les ressources sont devenus populaires, sont arrivés dans le jeu avec le cycle de Carcosa qui en fait vraiment un cycle qui est très très riche en termes de mécanique et en termes de possibilités. La seule classe qui en reste, c'est la classe des gardiens, puisqu'ils n'ont pas eu leur allié qui avait une gestion des ressources, et c'est bien dommage pour eux. La maigre contrepartie, ça a été qu'on leur a donné la carte événement à 1 XP, toujours sur ses gardes. Mais bon, encore une fois, entre un événement et un allié, surtout un allié qui nous permettait de gagner des ressources, pour un gardien, ça aurait été peut-être intéressant de leur permettre ceci. Bref, on voit là une petite différence entre Dario et les autres. Les 3 autres, donc Charles Ross, David et la Madame Labranche coûtent 2. Dario coûte 4. Effectivement, il a un coût plus élevé. Et malgré le fait qu'il coûte 4, il a les mêmes stats de vie et de santé mentale que Madame Labranche. Et son effet est quand même très conditionnel et quand même assez, pas lourd, mais encore plus délicat, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que le gain passif de volonté et d'intelligence, qui est très intéressant, a une contrainte très forte qui est celle d'avoir au moins 10 ressources, qui limite énormément déjà vos builds. Contrairement à Madame Labranche avec les survivants qui jouaient plutôt sur le fait d'avoir peu de cartes ou peu de ressources, Dario nécessite qu'on accumule les ressources. Ce qui veut dire que vous allez devoir jouer peut-être des builds avec relation influence ou ce genre de choses. Ça va être compliqué d'utiliser par exemple des cartes talent à boost via dépense de ressources, comme par exemple coup dur. Et en plus, le gain de ressources de Dario ne peut se faire aussi qu'une fois par tour, même si c'est 2 ressources, mais coûte surtout une action. Et c'est là que ça commence à devenir assez embêtant, et qui fait aussi que cette carte est quand même assez peu usitée, c'est qu'une action pour gagner 2 ressources, c'est pas la folie. C'est vraiment pas la folie. Il y a souvent d'autres choses à faire, notamment en solo. En solo, perdre une action pour gagner 2 ressources, on préfère clairement avoir une planque. Et souvent, aujourd'hui, avec un carte de pool conséquent, on a énormément de moyens de gagner des ressources de façon rapide, sans dépenser d'action. C'est vrai que Dario, c'est peut-être l'allié le moins intéressant des 4 que nous donne Carcosa. Et par ailleurs, comme toujours, Charles Ross a ce gros avantage sur ses pairs de pouvoir jouer collectif. C'est vrai que ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent en duo et multi globalement, et c'est un aspect qu'on ne joue pas énormément, le fait de venir créer des synergies entre les investigateurs via des échanges de ressources, via des échanges d'objets, et pourtant avec certaines cartes, et notamment Charles Ross, ça peut très très bien marcher. Au niveau des truands, on a d'autres alliés qui sont venus plus tard. On a Grégory Grail, pareil, unique, qui coûte 3, une icône d'intelligence, qui a les traits alliés criminel rêveur, qui dispose de 9 ressources sur lui, et si jamais, après avoir initié un test de compétence,
on réussit ce test avec une différence qui a été annoncée via une dépense de ressources, on peut gagner les ressources dépensées. Je le dis plus facilement, vous faites un test par exemple d'intelligence de 2, vous décidez de dépenser 3 ressources, c'est-à-dire que vous allez estimer que vous allez réussir avec un plus 3 au moins. Vous êtes à 8 de vous êtes à 5 de compétences, vous tirez le 0. Je crois que j'ai dit que le test était à 2. 5 moins 2, bah, ça fait 3. Vous réussissez avec une différence de 3. Vous gagnez les 3 ressources. Voilà. Donc c'est un allié intéressant, mais qui est vraiment conditionné à la réussite des tests. Alors peut-être qu'effectivement, dans les difficultés faciles et standards, ça passe bien, parce que le Chaos Bag, si ce n'est quelques figures, quelques pions spéciaux, n'est pas si méchant que ça. À partir du difficile, c'est plus compliqué quand même de le rentabiliser, et en expert, franchement, je ne pense pas qu'il soit joué, ce fameux Gregory Gray, sachant qu'il y a toujours cette question du remboursement. J'en ai pas parlé avec Dario, mais évidemment, Dario, ça va nécessiter 2 actions pour le rembourser, mais 2 actions qui peuvent être embêtantes. Et Gregory Gray, en fait, il a 9 ressources sur lui, mais comme il coûte 3, in fine, vous ne gagnerez que 6 ressources au total. Donc bon, et encore, faut-il réussir ces tests avec la différence annoncée? Souvent, une des stratégies qui se met en place avec Gregory, c'est qu'on dit qu'on va réussir avec une différence de 1 ou plus, on dépense qu'une seule ressource, et en fait, au bout de 6 tests, on récupère les 6 ressources. C'est un peu la façon la plus safe de réaliser cette action en réalisant un gain de ressources de façon un peu différée. Donc, c'est un choix, mais c'est vrai qu'en tout cas, dans les plus grandes difficultés, Charles Ross sera beaucoup plus intéressant que Gregory parce que il coûte moins cher et c'est pas conditionné à la réussite d'un test. Et enfin, le meilleur pour la fin, notre cher Henry One qui est unique, qui coûte 3, qui a une icône d'agilité, qui a les traits alliés criminels et qui a un effet tout simplement nullissime. Voilà, en termes de probabilité, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, personne ne le sait, tout le monde se le demande. Comment est-ce qu'ils ont pu nous sortir une carte avec des probas aussi mauvaises et espérer qu'on puisse la jouer, puisque renseignez-vous sur différentes vidéos, je crois que Shep et Ryzen en ont déjà parlé, sur le Discord aussi elle est largement décriée, parce que en fait en termes de proba, j'ai pas les chiffres en tête, ça ne marche pas. Vous n'allez pas réussir à rentabiliser cette carte, notamment avec un coût de 3 qui est quand même assez important, quoi, qui est normal pour un allié, entre guillemets, mais qui, au vu de l'effet d'Henry One, clairement, est pas bon. Une action pour tirer des pions au hasard et arrêter tout sans rien gagner si jamais vous piochez un pion spécial, ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Voilà pour les comparaisons. Et donc on va passer à la partie utilisation avec les différents investigateurs d'abord qui peuvent utiliser cette carte. Évidemment, tous les chercheurs, tous les investigateurs biclassés chercheurs, tous les investigateurs de Dunwich. D'ailleurs, j'ai oublié Jenny là-dessus, excusez-moi. Les investigateurs à build spéciaux, Caroline, Finn, Marie. Et enfin, Lola, yes. Voilà. Alors, l'exemple d'utilisation que je vais vous donner, je vous en donnerai qu'un, c'est avec Mintypan. Pourquoi Mintypan peut jouer Charles Ross de façon intéressante? À mon sens, depuis peu, il y a un type de build avec Mintypan qui a été largement mis en avant, c'est le build recyclage. Le build de recyclage en fait qui passe par Récup, désolé j'ai la carte en anglais, Récup qui est un soutien survivant. Il y a la version de niveau 0, la version de niveau 2 est beaucoup plus intéressante, notamment avec Charles Ross. Donc la version de niveau 2 avec Charles Ross est très bien. Récup donc coûte 1 de niveau 2, 2 icônes d'intelligence, le trait de talent, et comme réaction, après avoir réussi une enquête avec une différence de 2 ou plus, inclinez Récup, choisissez une carte objet dans votre pile de défausse et soit ajoutez-la à votre main ou jouez-la, entre parenthèses, en payant son coût. Et c'est là qu'en fait Charles Ross prend tout son intérêt, c'est qu'avec Mine, qui est chercheur,
qui en plus, dans son build, dans sa façon d'être, est là pour booster les tests. Va vous permettre de réussir plusieurs tests avec une différence relativement importante, notamment de 2 ou plus, et donc de pouvoir utiliser récup de niveau 2. En inclinant récup de niveau 2, vous allez chercher un objet que vous avez utilisé et vous pouvez le remettre en jeu en appliquant la ristourne, la réduction de Charles Ross. Et on peut notamment penser à ce fameux Necronomicon qui est arrivé avec le pack Harvey Walters, qui donne une puissance de feu à Minty Pan qui est juste énormissime. Et donc à partir du moment où vous avez ces 3 cartes dans votre deck, vous utilisez les secrets du Necronomicon, vous finissez par le défausser, vous le récupérez avec une autre enquête avec récup, et entre temps vous avez accumulé les réductions sur Charles Ross pour que en fait, le Necronomicon ne vous coûte rien. Et à partir de là, franchement, c'est du pain béni et mine marche super bien. Alors oui, Charles Ross, c'est la cerise sur le gâteau. La combo marche sans Charles Ross, il y a d'autres moyens d'avoir des ressources, mais ça fluidifie énormément à mon sens et ça vous enlève en fait de la tête cette problématique de gestion des ressources. J'ai donné juste l'exemple du Necronomicon, il y a plein d'autres exemples d'objets intéressants à les récupérer, des objets avec des charges notamment. Autre aspect très intéressant à mon sens avec Mine, c'est que cette combo avec Charles Ross, sans forcément récup, se marie très très bien en fait avec William Yorick. William Yorick, vous le savez, c'est un investigateur qui recycle ses objets, qui recycle on va dire ses soutiens, depuis sa défausse quand il arrive à tuer un ennemi. Donc il y a des builds William Yorick où en fait on n'arrête pas de recycler ses armes. Et c'est là que Charles Ross rentre en jeu avec Minty Pan, c'est que Charles Ross peut permettre en fait de faire des réductions de au moins une ressource à chaque fois que William veut récupérer un truc de sa défausse. Et donc pareil, William il n'aura plus cette difficulté d'avoir des ressources dans son build. Ça va lui enlever un gros poids et du coup logiquement ça va aussi vous permettre d'enlever certaines cartes du deck de Yorick pour vraiment se concentrer à fond sur la baston et être vraiment le protecteur de mine. J'ai joué ce duo là avec un ami sur une ou deux campagnes je crois, et franchement mais ça roulait tout seul. Yorick il enchaînait les lancers de couteau, tout simplement, hein, les lancers de couteau, et en fait à chaque fois Minty Pan, hop, elle lui permettait de le remonter avec Charles Ross. C'était super fort. Donc voilà, clairement là, en point fort, pour moi il y a vraiment, pour les decks soutiens, notamment avec Yorick, pour faire un soutien à Yorick, que ce soit Mine ou que ce soit un autre investigateur, d'ailleurs j'ai pris cet exemple mais il y en a d'autres qui peuvent utiliser cette carte, on l'a vu, et qui irait très bien avec Yorick. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Après, encore une fois, voilà, je parle de Yorick. La combo, en tout cas la combinaison, marche aussi très très bien si c'est avec un gardien. Là, ce sera moins dans l'optique de recyclage, ce sera juste des réductions pour poser des armes. J'ai pris l'exemple de Yorick parce que c'est pas forcément quelque chose auquel tout le monde pense. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, ça nécessite le fait que votre deck, le vôtre ou celui de Yorick, mais celui de Yorick globalement il est conditionné comme ça, il a des objets à son intérieur, mais voilà, il faut le savoir, il faut avoir des objets pour évidemment rentabiliser Charles Ross et ou pas récup. Mais pour ça évidemment il y a d'autres cartes qui nous permettent de donner, comme ils appellent en anglais, more consistency, plus pas de cohérence mais de récurrence dans l'arrivée des cartes objets dans votre partie. Et c'est par exemple le sac à dos aussi qui n'est pas forcément super usité dans le jeu, notamment c'est vrai que la version de niveau 0 n'est pas forcément folle. Pour autant voilà, avec encore une fois un deck William Yorick, normalement vous avez la masse d'objets dans votre deck et même les gardiens, et avec le sac à dos vous allez pouvoir quelque part planifier la réduction de dépenses de Charles Ross pour jouer de votre mieux le sac à dos, sachant que le sac à dos lui étant lui-même un objet, il bénéficiera de la réduction de Charles Ross. Voilà ce que j'ai à vous dire en termes d'utilisation. En guise de conclusion, je vais me répéter, mais le gros point fort de la carte évidemment c'est le jeu en multi. Là-dessus moi je vous le conseille vivement. Et évidemment voilà son coût,
XP ressources par rapport à son effet, évidemment, le ratio, l'arbitrage. XP 0, c'est facile, ressources 2, et l'effet, encore une fois, avec cette logique d'accumulation de réduction, est très intéressant et on peut faire énormément de choses sympas avec Charles Ross sur table. Les limites, encore une fois, je le dis, c'est des decks orientés quand même objet, parce que sinon ça ne sert à rien de jouer Charles Ross. Objet, que ce soit en nombre de cartes objets dans votre deck ou logique de recyclage. Et enfin, évidemment, si vous jouez hors tabou, bon, il faut le dire, ça va être compliqué de faire rentrer Charles Ross à la place de Milan. Notamment quand vous avez joué en duo et que votre partenaire n'a pas forcément beaucoup d'objets à jouer. Quand peut-être qu'il joue plus sur les événements, par exemple Nathaniel Shaw, Charles Ross, mis à part pour poser ses gants de boxe, il en aura rien à faire. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez appris encore une fois des choses et que ça vous aura donné envie de jouer cette carte parce que, encore une fois, je le dis, elle est très intéressante. D'ici là, je vous dis à bientôt, de bonnes parties et à la prochaine.